Salam alaikum az-Zulflaoun, bonsoir. Cette semaine, l'actualité algérienne a été marquée par les déclarations du chef de l'État, M. Al-Majid Tebboune, qui a affirmé que le dossier mémoriel avec la France ne saurait faire l'objet de concessions ni de compromis. Une petite phrase qui n'est pas passée inaperçue. Le dossier de la mémoire restera au cœur de nos préoccupations, a ajouté Al-Majid Tebboune, jusqu'à son traitement objectif, audacieux et équitable envers la vérité historique. Le chef de l'État s'est certes dit prêt à avancer vers l'avenir dans un climat de confiance, mais il a tout de même pris soin de préciser que la crédibilité et le sérieux sont une exigence fondamentale pour compléter les mesures et les efforts liés à ce dossier délicat et sensible. Un message aigre-doux adressé à Paris. Sur le plan des libertés, la nouvelle version de la loi pénale prévoit l'imposition de peines d'emprisonnement à perpétuité et de 30 ans de prison pour les auteurs de crimes de trahison nationale consistant à divulguer des informations ou des documents secrets concernant la sécurité nationale, la défense nationale ou l'économie nationale via les médias sociaux au profit d'un État étranger ou de l'un de ses agents considérés comme coupables de trahison. Quant à ceux qui contribuent en temps de paix à un projet visant à affaiblir le moral de l'armée ou des forces de sécurité dans le but de porter atteinte à la défense ou à la sécurité nationale. La loi pénale prévoit une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans et une amende de 50 à 100 millions de centimes. Tout acte visant la sécurité de l'État, l'unité nationale, la stabilité des institutions et leur fonctionnement normal est considéré comme un acte terroriste ou de sabotage. La loi pénale impose également une peine d'emprisonnement d'1 an à 3 ans à toute personne fournissant un soutien financier aux personnes ou entités inscrites sur les listes des terroristes. Selon le journal officiel 30, la nouvelle loi prévoit aussi, sous réserve des dispositions de l'article 87 bis 5 du présent code, quiconque distribue, met en vente, expose ou regarde du public ou détient en vue de la distribution, de la vente ou de l'exposition dans un but de propagande des tracts, bulletins, papillons, vidéos ou enregistrements audio de nature à nuire à l'intérêt national est puni d'un emprisonnement d'1 an à 5 ans et d'une amende de 100 000 à 500 000 dinars. Beaucoup d'ONG et militants des droits de l'homme ont dénoncé cet arsenal juridique et ces lois liberticides. À 4 mois des élections présidentielles, le chef de l'État a effectué une visite au siège du ministre de la Défense nationale, où il a été accueilli par monsieur le général d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major. Le général d'armée Saïd Chingriha, dans son allocution de bienvenue à l'occasion de la visite effectuée par le chef de l'État, Al-Majid Tebboune, au siège du ministère de la Défense, à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la mémoire. Une visite reflétant l'intérêt particulier que vous portez à l'ANP, digne héritière de l'armée de libération nationale, ainsi qu'à tous ses personnels, toutes catégories confondues, a souligné le chef d'état-major. Saïd Chingriha a affirmé que les unités de combat ont atteint un niveau remarquable, soulignant que les résultats positifs acquis sur le terrain ne les empêchent pas de poursuivre avec un moral élevé leur préparation au combat en vue d'atteindre les plus hauts niveaux de disponibilité. M. Abdelmajid Tebboune a salué l'ensemble du personnel de l'armée nationale populaire, soulignant que l'institution de la Journée nationale de la mémoire reflète la fierté du peuple algérien de son honorable et glorieuse histoire, avant de rappeler les grands sacrifices consentis par le peuple algérien face aux crimes du colonialisme français. Le chef de l'État a indiqué que la préservation de la souveraineté nationale repose sur une armée forte et redoutable et sur une économie développée, soulignant que le développement de l'Algérie est tangible et sans équivoque et que le rythme de croissance, notamment avec l'achèvement des grands projets, connaîtra à l'horizon 2027 des réalisations majeures à différents niveaux. Nous débattrons de toute cette actualité, des déclarations de Tebboune et de Chingriha au siège du ministère de la Défense, à 4 mois d'une élection présidentielle. Juste après cette petite intro.
Donc, comme chaque samedi, on va revenir sur l'actualité qui a marqué la scène politique de notre pays, l'Algérie. On va revenir bien sûr sur ces déclarations de Ahmadji Tebboune. Donc, à l'occasion du 8 mai 45, Tebboune, pas de concession sur le dossier mémorial avec la France. C'est le titre de notre premier thème dans cette émission. On va revenir aussi sur Algérie, nouveau code pénal, taille à la hache les libertés, mais aussi à notre titre, Tebboune déclare la souveraineté nationale repose sur une armée forte. J'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire. Il est avec nous depuis Alger par téléphone. Si Mohamed, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir à tout le monde, à ceux qui nous suivent et à ceux qui participent. Barakallahu fik, marhaba bik. On aura le plaisir aussi d'accueillir Montassar Abtroun, qui est historien, journaliste et militant politique. Il est avec nous aussi depuis Alger par téléphone. Montassar Abtroun, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup, Montassar Abtroun. On va commencer cette émission avec les déclarations de Medelsi, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Medelsi, donc, soundbite 5, si c'est possible, nos amis de la régie, sur la mémoire. Donc, juste pour revenir un peu sur le contexte des déclarations de Ahmadji Tebboune, qui a dit que pas de concession sur le dossier mémorial avec la France. Il faut rappeler aussi cette visite qui a été annoncée par l'Élysée, cette visite donc du chef de l'État algérien, du prochain président algérien, qui est programmée fin septembre, début octobre. Donc on va revenir sur ces déclarations de Ahmadji Tebboune. On va d'abord écouter ces anciennes déclarations de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Medelsi. On l'écoute. L'Algérie ne fait aucune demande officielle, mais cela n'interdit pas à la France de prendre une initiative qui soit intéressante concernant sa lecture de cette histoire commune. Encore une fois, les hommes politiques doivent prendre en considération les sentiments des peuples et l'opinion publique. Donc ça, c'était les déclarations de Medelsi. Montassar Abtroun, vous êtes historien, et là, je peux lire votre post concernant le titre de notre émission. لا تزال السلطة توظف رواية مغلوطة لتاريخ الثورة وتستغلها سياسيا مع جعلها تتعامى وتتنكر لشهداء 8 ماي 1945 حيث البداية الحقيقية لثورة التحرير، كما تتنكر وتواصل تنكرها لشهداء مذبحة بني يلمان من لوزة في 28 ماي 1957 ولم تنصف أهاليهم في الوقت الذي تكرم فيه تاريخ فرنسا الاستعمارية وسمحت لعشرات الآلاف الحركة والعملاء الحصول على شهادات مزورة كمجاهدين. Votre réaction, Montassar Abtroun? D'abord, bonsoir. Youm Zakira, c'est une nouvelle pour le 8 mai. On est toujours, bien sûr, dans l'instrumentalisation politique de l'histoire. Je me souviens très bien de la déclaration de Medelsi. Voilà, parce qu'ici, on chauffe à blanc. Quand on veut utiliser l'histoire de notre peuple, ses sacrifices, bien sûr, le pouvoir, ils les utilisent, tout comme ils utilisent la religion pour chauffer. Mais en réalité, quand on entend le discours, c'est pour amuser la galerie. Mais en fait, quand on entend Medelsi, ben voilà. Moi-même, à l'arrivée de Chirac, je me souviens, j'étais rédacteur en chef dans un journal, donc on a essayé, j'ai pas pu être sélectionné pour être de l'équipe de journalistes qui doivent poser des questions. Donc j'ai donné des questions à des amis, et la question a été posée à Chirac avec Bouteflika de 2003, au mois de mars. Voilà, la question a été, Monsieur Chirac, devant lui Bouteflika, pour ce qui est des massacres, l'histoire est longue, mais il y a quand même 2 dossiers
qui continuent à nous tuer aujourd'hui et qui vont tuer encore les Algériens demain, c'est-à-dire les deux questions des essais nucléaires, la radioactivité, le rayonnement et les mines qui chaque jour. Est-ce que, monsieur, la question a été posée à Chirac, est-ce que vous avez discuté donc la réponse de Chirac, on la trouve si on cherche dans l'archive, parce que là, au niveau de la présidence française, on peut tout trouver, c'était 2 mots. Sahara, ici nucléaire. Honnêtement, on n'a jamais parlé de ces questions. Très bien. Et ce dossier mémorial, j'ai pu intervenir quand le ministre des Moudjahidines est parti, etc. En France, j'ai pu participer. Mais pourquoi ce dossier mémorial est géré en secret? Pourquoi on n'informe pas? Quand vous dites il est géré en secret, Montassar Abdroun, oui. Quand vous dites il est géré en secret, mais quand on lit les déclarations de Majid Tebboune, il est très clair dans ses déclarations quand il dit, même la presse française a réagi à ces déclarations, le dossier mémorial avec la France ne saurait faire objet de concession ni de compromis. C'est une position qui est forte, que beaucoup peut-être vous diront, c'est une position qui est forte de la partie donc de l'Algérie et du président Majid Tebboune. Bon, Abdelmajid Tebboune, par rapport à la question de l'histoire, justement, je pense, j'ai déjà dit sur votre chaîne, à propos, par exemple, une fois, c'était quand il a reçu Stora, il a parlé de la manifestation de Sharon à Paris, le 8 février 62. Le président a dit que oui, dans cette affaire, nous avons ceux qui sont morts à Sharon, il n'y a aucun Algérien. C'est des gens de gauche. Donc j'ai dit à l'époque, pour ne pas entrer dans des considérations qui ne mènent à rien, j'ai dit que au moins le président est très mal entouré, est très mal conseillé. Donc quand j'entends ces rafales de mots sans concession, c'est beau. Mais où il a été demandé la concession? Aujourd'hui, les gens sont en train de mourir de radioactivité et personne n'a été indemnisé. Alors qu'en France, grâce aux luttes des associations, des victimes, ils sont indemnisés à 5e génération. Même la progéniture. Aucun dossier algérien. Personne ne parle. Et ici, c'est le ministère de Moudjahidine, bizarre, qui gère cette histoire du nucléaire. Alors, où je dis le ministère de Moudjahidine fait le nucléaire? Depuis quand ils s'y connaissent? Mais ils ont la main mise sur tout ce qui est histoire, mémoire, etc. Donc pour la cadencer comme ils veulent. Et maintenant, dans ce que vous êtes en train de dire, Montassar Abdroun, ce que vous êtes en train de dire, est-ce qu'il y a instrumentalisation de cette mémoire, de notre histoire aussi? Il y a instrumentalisation, et moi je pense, là c'est mon avis, l'instrumentalisation elle est là, mais je pense qu'il y a complicité. On met justement la France à l'aise. On ouvre un espace pour qu'on gueule, mais dans le concret, il n'y a ni statistique, ni. Hier, en France, ils ont réhabilité les gens de l'OAS. Ils ont instauré une rue qui s'appelle rue du massacre du 5 juillet. On parle d'Oran. La version algérienne n'existe pas. Et je ne connais pas une rue en Algérie qui commence par massacre, d'un massacre français. Et Dieu sait combien sont les massacres. ما نعرفش كاين نهج مذبحة العوفية ولا نهج مذبحة 8 ماي 45 ولا ça n'existe pas. Mais en France, si même on parle du massacre du 26 mars, la Grande Poste, et pourtant c'était la population ultra qui était sortie, etc. Mais pour le massacre d'Algériens, c'est pas grave. C'est pas grave, donc je pense, moi je dis ça parce que j'ai mal, parce que un martyr comme Didouche Mourad, Allah yarhamou, le mois de septembre, quand ils étaient en train de ramasser, il a dit ça il l'a dit d'ailleurs, il y a quelqu'un que, Merzougui, oui, pas Merzougui, Bilwizdad, le jeune, quand il a vu Didouche, il lui a dit, voilà, ces villas à côté de Hydra,
demain l'Algérie va être indépendante, ils vont être habités par les familles des chouhadas, ceux qui se sont sacrifiés. Eh bien, c'est Didouche qui s'est retourné, il lui fait, oh écoute, arrête. Il lui a dit, j'ai peur que ce jour-là, ces villes-là vont être habitées par ceux qui n'ont rien fait qui sont aujourd'hui contre l'indépendance et qui n'auront rien fait ou très peu. Voilà la prémonitoire, on le voit. Il dit douche à lycée une devise que tout le peuple algérien doit récupérer. Très bien. Si nous voulons en mourir, restez avec nous. Restez avec nous, Simon Tassar. On va donner la parole à Si Mohamed Khelfaoui, si c'est possible. Mais avant de lui donner la parole, il faut juste rappeler donc les déclarations aussi d'Amedjid Tebboune pendant cette interview, que la question a été posée donc par rapport à cette visite du président algérien en France, et il l'a qualifiée d'une visite historique. On l'écoute. Je crois que c'est un rendez-vous à ne pas rater. De l'histoire. Pas un rendez-vous entre le président Macron et le président algérien, non. Pardon, vous dites un rendez-vous de l'histoire. De l'histoire. Et pourquoi? وصلنا لمرحلة النضج باش نشوف الأمور كما يجب أن تكون. كما يجب أن نراها. مش عاطفيا ولا. Mohamed Khelfaoui, ce dossier de l'histoire, bien sûr, qui est épineux, qui pollue la relation entre l'Algérie et la France. Cette question de la mémoire aussi, on a entendu Amedjid Tebboune qui dit que l'Algérie ne saurait faire objet de concession ni de compromis par rapport donc à la question mémorielle. Quelle est votre analyse par rapport à cette question, Si Mohamed? Bon, il faut dire que intervenir après un historien, c'est quand même un peu difficile, il faut rester modeste. Mais ceci étant, ce que moi je pense, en effet, on peut pas, il n'y a pas lieu de faire des concessions, ni de pardonner. Et ensuite, normalement, du côté français, ça ne devrait pas poser un problème ou être un dossier épineux. Il y a eu ce qu'il y a eu, le passé, on ne peut pas le refaire, mais on peut quand même avouer ce qu'on a fait. C'est bon pour le passé, c'est bon pour le présent, et c'est bon aussi pour les générations à venir, et pour les relations à venir également. Je ne vois pas pourquoi la France avait présenté ses excuses pour certains peuples, pourquoi elle ne le ferait pas pour le peuple algérien qui ne l'a pas invité à venir en 1830, qui est venu et c'est permis les massacres, les enfumades et tout ce qui... Enfin, c'est connu. Il s'agit maintenant, lui demande de reconnaître et de s'excuser auprès quand même de ses victimes et des parents de ses victimes, des petits-enfants de ses victimes, comme encore une fois, je répète à la fin, et puis que l'horizon s'éclaircisse, chacun assume, et la France doit assumer aussi bien son passé que ses responsabilités vis-à-vis de son passé. Là, je crois que tout le monde est d'accord pour ça, et dire que la rencontre, malheureusement, est devenue historique, oui, dans le sens où ça sera déterminant. Ça sera une rencontre peut-être entre les deux présidents, celui qui sera président et le président Macron, pour discuter de ce passé qu'on ne peut pas passer sous silence. Il est là, il est plein de sang, il est plein de larmes, il est plein de cris, il est plein de joie parfois lorsque on a eu l'indépendance. Et ça, la France doit assumer ses responsabilités, en un seul mot, pour ne pas trop se répéter et dire ce qu'il y a. Nous avons droit aux archives, à notre histoire. Ce ne sont pas eux qui nous écrivent notre histoire, c'est à nous d'écrire notre histoire. Si nous, on n'est pas nos enfants, ceux qui viendront après nous, qui écriront notre histoire, comme eux ont écrit leur histoire. Il y a une certaine équité. Mais est-ce qu'il y a volonté aussi, Mohamed Khelfaoui, désolé, je vous ai coupé la parole, oui. Est-ce qu'il y a volonté des pouvoirs successifs en Algérie de clarifier donc cette page de notre histoire, mais aussi ce qui rapproche à ces pouvoirs
d'instrumentalisation de notre histoire. Bon, c'est Nasser. Les choses ont mûri. Nous avons avancé et je crois que les qui se sont succédés avaient pour finalité un jour donc poser le problème entre l'ancien envahisseur et nous-mêmes. Depuis Boumediene, mais c'était pas le moment. Chadli, ça a commencé, mais tout le monde parlait de ça. Ensuite sont venus les autres jusqu'à Bouteflika. On a entendu son ministre des Affaires étrangères qui disait que nous espérons que la France d'elle-même verrait l'utilité, pour ne pas dire la nécessité, l'utilité de donc se pencher sur le dossier de mémorial, quoi, sur la mémoire de notre passé commun. Oui, donc c'est venu petit à petit, c'est venu graduellement. On espérait de voir la France d'elle-même prendre ses responsabilités et donc faire la déclaration tant attendue. Certains présidents l'ont plus ou moins effleuré, ils ont eu le courage de dire, c'est vrai qu'il y a eu résistance de la part de l'extrême droite, de la part de certains harkis qui n'ont pas encore compris que, enfin, peu importe, je n'irai pas plus loin que ça. Et donc, il y a eu résistance de l'autre côté, mais il y a un État fort, il y a une histoire. Et on peut pas traverser cette histoire. Il faut l'assumer. Si c'est un grand État, un grand peuple, il doit assumer son histoire. Il a une belle histoire, il y a quand même les à côté, la mauvaise histoire, il l'a aussi. Voilà. Très bien. Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. Je ne sais pas si vous voulez rebondir très rapidement à Montassar Abdallah. Oui, je crois que c'est une question qui est très sensible, mais je pense que les pouvoirs ont failli. Pourquoi ils ont failli? Bon, pour prendre en charge une question de la mémoire aussi lourde, nouvellement indépendant, je peux comprendre. Mais aujourd'hui, je vais vous donner un exemple sur les instituts d'histoire, les mémoires. Il y a une chape de plomb. Les vérités historiques ne sont pas encore dites. Je ne parle pas de la France. Et pas plus loin qu'hier, il y a eu une rencontre qui était prévue à l'Institut de l'Histoire sur un grand martyr, Abbas el-Ghrour. Abbas el-Ghrour qui a été jugé, exécuté. Bon, c'est une de nos histoires malheureuses. Et en fin de compte, à la dernière minute, ça a été gentiment annulé. Pas de sujet de polémique. C'est des milliers de milliards qui sont consacrés, et ça passe par le ministère de Moujahidine pour la production de documentaires et de produits depuis maintenant le 50e anniversaire, etc. Et on n'a pas un seul produit là. Je précise, des milliers de milliards et personne ne contrôle. Quand je prends une revue de haute facture, qui est dirigé par l'éminent historien Daoud Jebel Anfri, ils n'ont même pas un local. Toutes les universités du monde ont un abonnement à Naqd, sauf les universités algériennes. Et les mises en écart. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'ils entendent, ces gens, quand il n'y a pas de liberté, quand on instruit, mais c'est pas de l'histoire, c'est des salades. Justement, les gens ont peur de l'histoire. Il y a je reprends Sahli, Allah yarhamou, qui a écrit un livre en 47, décoloniser l'histoire. Aujourd'hui, il faut décoloniser et désinstrumentaliser l'histoire pour qu'on commence. Bdaou déjà dans les années 70, cette histoire Zakira ou Tariq, I'adat Kitab Tariq, la réécriture de l'histoire. On veut réécrire une histoire qui n'a jamais été écrite. Écrivons d'abord. Absolument. Donc le pas n'a pas encore été fait. Absolument. Restez avec nous, Montassar Abdallah. C'est une question qui est très importante et je pense qu'on va vous inviter, parce que je pense que vous êtes spécialiste de ces questions et il faut éclairer le peuple algérien. On va essayer d'accélérer un peu par rapport au deuxième thème de notre émission pour ce soir. On va revenir donc sur le code pénal, donc des arrangements ont été faits par rapport à ce code pénal. Le titre, donc code pénal, taille à la hache, les libertés. Je vous retrouve juste après cette petite intro.
Donc, le journal officiel, donc on a publié donc ce nouveau code pénal qui a été donc qualifié aussi par les ONG, les militants des droits de l'homme, comme étant donc des lois liberticides. On va d'abord écouter les déclarations du ministre de la Justice, Tobi, et juste après, on va essayer donc d'avoir notre invité aussi, l'avocat Majid Hachour, par rapport à cette question. إن الأحكام التي يتضمنها هذا النص من شأنها إثراء المنظومة الشرعية بنص طالما انتظره الحقوقيون والمواطنون والممارسون وكل المهتمين بالشأن القانوني. اشتغلنا عليه لأكثر من 3 سنوات حتى يكون ملما بكل المستجدات وبكل التحديات المطروحة مع توفير الحماية اللازمة لكل الفئات التي تستحقها لا سيما الفئات الهشة والمستضعفة في المجتمع. Les déclarations du ministre de la Justice, Tobi, on a été rejoint par Maître Majid Hachour, avocat militant des droits de l'homme. Il est avec nous depuis Alger par téléphone. Maître Hachour, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir à tes invités. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Toujours un plaisir. Voilà. Merci. Comment peut-on qualifier donc ce nouveau arsenal juridique beaucoup d'ONG, mais aussi les militants des droits de l'homme ont dénoncé ces nouvelles lois. Qu'est-ce que vous en pensez, maître? Bien sûr. Donc, il faut dire d'abord que de 2019 jusqu'à 2024, il y a eu quand même au moins 6 amendements. 6 amendements avec en moyenne un amendement et demi chaque année. Chose qu'on n'a pas connue avant 2019. Chose vraiment curieuse. Ces amendements sont faits à l'oreille du Hirak. À l'oreille du Hirak où le peuple est rentré, pas par la répression comme le disent certains, c'est pas parce qu'il était réprimé qu'il est rentré chez lui. C'est pas vrai. Et c'est vérifiable. Le peuple est rentré parce qu'il y a eu le Covid, par 2 fois. Personne ne l'a obligé à rentrer chez lui, sauf le Covid. Et si n'est le Covid, il y aurait beaucoup de changements. Ils le savent. Il y a eu une certaine liberté avant 2019. Il y a eu une certaine liberté avant 2019, liberté qui a permis quand même de sortir. On est sorti. Depuis les 2 Covid, le pouvoir s'est employé à ce que je me répète encore, à ce que le peuple ne ressort plus. Par le biais de quoi? Par le biais d'amendements scélérats. Parce que donc vous pensez, maître Hachour, vous pensez que donc ces amendements des lois ont été faits pour contrer le Hirak, contrer les militants des droits de l'homme, les militants politiques, c'est ce que vous êtes en train de dire? Absolument, parce que c'est des amendements qui portent préjudice au débat, qui portent préjudice aux politiques, qui portent préjudice à la liberté d'expression, parce que, permettez-moi de continuer en disant que ça c'est d'une chose. Ça veut dire que c'est des amendements contre le Hirak. Ça, c'est évident. La deuxième partie deuxième niveau, c'est que quand on dit qu'ils ont travaillé pendant 3 ans ces amendements, très bien, parfait. Mais ils ont consulté qui? Un amendement du code pénal du genre qu'ils ont fait, ou quand il a été élaboré, nécessitait la consultation de constitutionnalistes, de spécialistes en criminologie, d'avocats, de magistrats et tous les professionnels du droit. Qui ont-ils consulté? Je ne parle pas pour ne rien dire ou juste je ne critique pas pour critiquer. Il y a eu même une grève des avocats. Pourquoi qu'il y a eu grève des avocats? Parce qu'ils n'ont pas été consultés. Après, donc, bien sûr, vous me direz qu'ils ont été invités, mais ils ont été invités à il était déjà fini. Les avocats ne pouvaient absolument rien. Puis, la preuve qu'ils n'ont pas consulté des constitutionnalistes. Là, n'importe quelle loi, elle est au-dessus de la Constitution. Donc, elle doit respecter la Constitution dans toutes ses dispositions. Il y a une disposition importante, capitale et stratégique, c'est la liberté d'expression. Si vous voyez tous les amendements qui ont été mis en œuvre,
à l'exception de cette loi qui me fait rire, savoir c'est la loi sur le charlatanisme. Tous ces amendements portaient atteinte à la liberté d'expression. Quand vous me dites maintenant Facebook maintenant devient un danger. Et quand, par exemple, selon le journal officiel, Maître, donc de 30, la nouvelle loi, par exemple, juste pour décrire cette nouvelle loi, sous réserve des dispositions de l'article 87 bis 5 du présent code, quiconque distribue, met en vente, expose au regard du public ou détient en vue de la distribution, de la vente ou de l'exposition dans un but de propagande des tracts, bulletins, papillons, vidéos ou enregistrement audio de nature à nuire à l'intérêt national est puni d'un emprisonnement d'1 an à 5 ans et d'une amende de 100 000 à 500 000 dinars. Bien sûr. Cette loi, elle vise qui mettre à vous apportez de l'eau à mon moulin. Sur le plan scientifique et juridique, les amendements-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fractionné la loi et contribué et ont fait dans la généralisation. Je m'explique. Fractionnement de la loi, l'article que vous venez de citer, nous, on s'attendait à ce que la loi 87, enfin l'article 87 bis soit supprimé. C'était le vœu de tout le monde, le vœu du peuple, le vœu des avocats, le vœu des juristes, le vœu des ONG, le vœu des instances onusiennes. Mais à côté, finalement, on se retrouve devant quoi? On se retrouve devant des amendements qui fractionnent, par exemple, l'article 87 bis. L'article 87 bis était général, était sujet à multiples interprétations. Là, on lui colle des à côté. Maintenant, distribuer un tract, distribution des tracts, etc., c'était un délit. Il y a eu des hiérarchies qui ont été jugées, à propos de ces faits. Concernant ces faits. Maintenant, on terrorise le fait. La démoralisation de l'armée, la portée atteinte à la sécurité de l'État, etc., c'était des articles délictuels que nous avions tout le temps condamnés, soit dans nos interventions, soit dans nos plaidoiries. Aujourd'hui, on les retrouve comme des articles sujets à terrorisme. Absolument. On appelle ça le fractionnement de la loi. Ça veut dire qu'ils ont fractionné la loi. Au lieu de la supprimer, ils l'ont fractionné, ils ont mis des articles à côté. Ils ne pouvaient pas aller directement enrichir, entre guillemets, l'article 87 bis parce que ça crée, ils savent que ça crée, ils sont gênés, tout le monde est embarrassé, donc ils ne pouvaient pas ajouter tout ça dans l'article 87 bis. Ils le fractionnent et ils mettent des lois un peu partout, ils mettent des bis un peu partout. Généralisent parce que ce qui est dangereux, je dis, ils ont été dans le généralisme. La loi, elle est générale. Il y a une différence entre la loi qui est générale et aller dans le généralisme. Aller dans le généralisme, ça veut dire quoi? Je m'explique. Aujourd'hui, si maintenant, vous venez de traiter le thème de la mémoire. Aujourd'hui, le traiter le thème de la mémoire devient un risque. Parce qu'il y aura forcément atteinte au symbole de l'État, de la révolution. Ils auraient pu quand même mettre, par exemple, et puni d'un emprisonnement d'un temps à un an, quiconque, par exemple, porte atteinte au symbole de déclencher, par exemple, de la guerre du 1er novembre de 54 à 62, par exemple. Mais porter atteinte au symbole de l'État, de la révolution. On sera amené, tous ceux qui seront appelés à faire un travail de mémoire, ils seront appelés à parler de Aben, de Ben Badis, de Amir Roche, de Ben Mehdi, etc. Est-ce que parler de tout ça porterait atteinte au symbole de la révolution? Chaque être humain a ses côtés négatifs et ses côtés positifs. Quand on fait un travail de mémoire, on cite l'homme, on cite le grade, on cite le personnage, avec tous ces attributs, bons ou mauvais. Mais si vous parlez de ça, aujourd'hui, vous êtes sur le coup d'atteinte au symbole de la révolution. Ça veut dire quoi dans tout ça? Je résume, je vais pas m'étaler. Ça veut dire quoi? C'est des amendements qui ont porté atteinte d'abord à la critique et ensuite au débat. Ça veut dire ils ferment le débat, ils ferment la critique. Pas de critique, pas de débat.
Voilà le message de tous ces modificatifs. Alors que, excuse-moi, Nassar, alors que nous, on s'attendait à ce que ce peuple qui a manifesté d'une manière extraordinaire, c'est pas du ferférisme, c'est pas du populisme, tout le monde le sait, le monde entier le sait, notre Hirak était formidable, on a donné des leçons, etc. Alors que, donc, si on a donné des leçons, si on manifesté d'une manière incroyable, alors il fallait donner la chance à ce peuple. Au lieu de donner la chance à ce peuple pour choisir ses représentants, pour qu'il débatte, pour qu'il s'exprime, pour qu'il retrouve sa liberté perdue depuis 62, qu'il se réconcilie avec sa révolution, avec ses révolutionnaires, avec son histoire, avec sa mémoire, etc. On le retrouve aujourd'hui emprisonné dans des textes de loi. Attention à celui qui débat, attention à celui qui critique. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup, maître Majid Hachour. Je rappelle, vous êtes donc avocat militant des droits de l'homme. Vous étiez avec nous par téléphone depuis Alger. Je ne sais pas si Montassar Abtroun ou même M. Mohamed Khelfaoui veut réagir par rapport à cette question avant d'entamer donc notre sujet, le troisième sujet de cette émission, donc à 4 mois des élections présidentielles, mais aussi la visite de Abdelmajid Tebboune au siège du ministère de la Défense. Mohamed Khelfaoui, je ne sais pas si vous voulez réagir très rapidement avec Montassar Abtroun. De quoi? De commentaires de ces nouvelles lois qui ont été donc publiées dans le journal officiel. Et quand on parle, par exemple, si Mohamed Khelfaoui, vous êtes analyste sécuritaire, et bien sûr, quand on lit, par exemple, cette loi qui dit quant à ceux qui contribuent en temps de paix à un projet visant à affaiblir le moral de l'armée ou des forces de sécurité dans le but de porter atteinte à la défense ou à la sécurité nationale, la loi pénale prévoit une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans et une amende de 50 à 100 millions de centimes. Qu'est-ce que cela veut dire d'après vous, si Mohamed Khelfaoui? Je sais que vous n'êtes pas avocat, mais... Oui. Au-delà de la peine, vous m'avez cité uniquement cette loi, et il y a les autres que j'ai entendu également citer à la télé. Lorsqu'il s'agit de criminaliser les fautes qui touchent à l'économie du pays, oui. Du temps de Boumediene, ça se faisait. Avec Bouteflika, on l'avait pas, et tout le monde sait ce qui s'est passé. Les vols, personne n'hésitait à mettre le pays à genoux. Là, moi, je suis pour la criminalisation de tout ce qui touche l'économie nationale. Personnellement, vous me demandez mon avis. Quant à ce que vous m'avez demandé, c'est-à-dire toucher au moral de l'armée, de la troupe, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que cela veut dire quand vous êtes surtout on ajoute, et donc toucher au moral, on ajoute également dans le but de porter atteinte. Là, c'est difficile à comprendre. C'est-à-dire, voilà, je me mets sur une conférence et je parle par exemple de l'ANP. Mon but, ce n'est pas de porter atteinte. Mon but, c'est d'expliquer quelque chose. Maintenant, il se pourrait que je cite une ou deux choses que certains jugeront néfastes pour l'armée, que moi je ne jugerai pas. Et donc là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la délimitation de la criminalisation. C'est-à-dire que je peux dire que les effectifs, par exemple, de l'armée sont ceci. Certains me diront: pourquoi vous avez dit ceci? Vous avez touché au moral, vous avez diminué, ou là, vous avez dénoncé ou vous avez annoncé. Donc c'est difficile de dire. Mais sinon parler d'abord le moral de l'ANP n'est pas à la portée de n'importe qui pour qu'il tombe, pour que le moral de l'ANP est très solide. Là, depuis notre révolution, l'ALN, son moral a toujours été très haut, malgré toutes les opérations de Gaulle et de ses généraux. Donc, également pour l'ANP. Là, il est difficile de... C'est dire tout simplement ne jamais parler de l'ANP, c'est tout. Parce que là, vous parlez, vous dites un mot, et vous risquez d'être accusé.
Et c'est pour ça que beaucoup donc d'avocats, mais aussi des experts de juridiques ont parlé de cette élasticité des lois que vous êtes en train de parler, de nous dire par rapport à ces nouvelles lois, Mohamed Khelfaoui. On va essayer d'entamer donc le troisième sujet de notre émission pour ce soir. Bien sûr, revenir sur cette question qui a été posée beaucoup par les observateurs qui suivent ce qui se passe donc sur la scène politique en Algérie. On parle de 4 mois avant cette élection présidentielle qui est programmée donc le 7 septembre prochain. Et pour l'instant, beaucoup de questions se posent. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Ahmed Tebboune sera candidat? Il ne sera pas candidat? Est-ce que c'est possible donc de clarifier la situation que vit notre pays et bien sûr revenir sur les déclarations d'Ahmed Tebboune faites donc au siège du ministère de la Défense juste après ces intros. Donc, Tebboune déclare la souveraineté nationale repose sur une armée forte. On va revenir sur ces déclarations. On va d'abord écouter Ahmed Tebboune, les déclarations qu'il a faites donc, pendant cette visite au siège du ministère de la Défense. On l'écoute. اليوم لازم نصون الاستقلال تاعنا. الاستقلال سبق لي وقلتها نصونوه بأمرين. جيش قوي واقتصاد قوي. قد ما نقوي الجيش والهيبه نتاعو قد ما نقص من الاطماع نتاع الجهه الفلانيه ولا الجهه الفلانيه والجهه الفلانيه. ماهوش جيش اللي قوي باش يعتدي. التاريخ يشهد للجزائر المستقله من مارس 1962 الى يومنا هذا عمر الجزائر ما خرجت من الشرعية الدولية. عمر الجزائر ما تعدات على واحد، تعداوا علينا وهجموا علينا ولكن احنا لا ندافع على ترابنا فقط. إذن نقوي الجيش وتقوية الجيش ما هيش باش نسيطر على منطقة ولا نسيطر على جيران ولا لا، باش نحمي أرض اللي ضحاوا عليها قوافل تلو القوافل تاع الشهداء. هذا ما كان باش الجيل الحالي يعيش حر مستقبله بين يديه. Ces déclarations d'Ahmed Tebboune ont été faites donc au siège du ministère de la Défense, une visite que beaucoup ont qualifiée de visite d'État, si on peut le dire, parce que il a été reçu avec l'hymne national, alors qu'il faut rappeler Ahmed Tebboune est le ministre de la Défense. Donc, mais aussi, on va essayer de rappeler aussi le contexte que vit notre pays 4 mois avant cette élection présidentielle anticipée. Rappelons aussi donc les déclarations d'Ahmed Tebboune qui a dit qu'aucune puissance ne peut satiriser l'Algérie. Donc Tebboune est revenu à la charge pour réaffirmer l'attachement de l'Algérie à sa politique de non-alignement qui constitue donc pour lui le pilier fondamental de sa politique étrangère depuis la création du groupement provisoire de la République algérienne, le GPRA, donc le 19 septembre 1958. Mais aussi des déclarations qu'il a faites pendant donc cette fête des travailleurs le 1er mai que beaucoup ont été laissés perplexes par rapport donc à des adjectifs qui ont été utilisés dans ces déclarations. On écoute. وصلنا عشرانة الجيش الوطني الشعبي اللي خايفين منه من بعيد ولكن الركائز تاع الاستقلال هو الجيش القوي والاقتصاد القوي.
ما عندنا حتى عقدة في هذا المجال، ما عندنا حتى عقدة. هذا هو، تجيني بالكلام الحلو معليش، كلامك أنا نديرو على جهه بصح راني شاد حجرة في يدي، تخرج على الصف نعطيك. هذا Donc voilà, on va revenir sur toutes ces questions. Je suis très content. On a été rejoint par aussi Karim Tabou, opposant politique. Il est avec nous depuis Alger. Il faut rappeler donc que Karim Tabou a perdu son frère il y a une petite semaine. Et c'est, je pense, la première fois qu'il s'exprime aux médias. Karim Tabou, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Toutes nos condoléances, par rapport à la perte de votre frère, à vous, à votre famille, à vos proches. Rabbi yarhamou yussa'ali. Marhaba bik, c'est Karim. Merci de l'invitation, mes salutations aux invités, aux téléspectateurs. Marhaba bik, c'est Karim. Je vous laisse la parole, Karim Tabou. Bien sûr, on va essayer d'avoir votre avis par rapport à la situation que traverse notre pays politiquement à 4 mois de cette élection présidentielle, mais aussi à ces déclarations d'Al-Majid Tebboune qui ont été faites pendant sa visite au siège de la défense, du ministère de la Défense nationale. Karim Tabou. Tout d'abord, merci pour les condoléances et avec votre permission, je voudrais remercier tous les Algériens de toutes les wilayas qui sont venus assister à l'enterrement de mon frère, qui ont partagé avec nous cette pénible épreuve et qui ont été là à nos côtés parce que je vous le dis sincèrement, ce fut une épreuve difficile et il n'y a pas quelques mois, nous avons perdu notre père et puis nous avons perdu l'aîné d'une fratrie de 6. L'aîné, mais qui est aussi jeune puisqu'il est né en 1966. Il est mort des suites d'un arrêt cardiaque. Surpris d'abord par cette triste situation. Mais je le dis sincèrement que le témoignage de solidarité, de présence, les messages qui nous sont arrivés de loin par le biais, par tous les biais, par les appels téléphoniques, par la présence, par leur cœur des Algériens ne pouvant pas venir assister à l'enterrement, avaient exprimé de loin, avaient envoyé leur soutien. Ça nous a fait beaucoup de bien et ça a allégé beaucoup nos peines et notre tristesse. Donc je tiens à saluer, à remercier et surtout à m'excuser de ne pas avoir répondu notamment aux appels téléphoniques et les messages qui nous ont adressés. Ils étaient tellement nombreux que nous n'avions pas pu donc répondre à tout le monde. Encore une fois, merci. Merci également à Qanat al-Magharibiya qui a donné les informations, qui a donc informé nos amis, nos proches de l'enterrement, du lieu, de l'horaire, etc. Elle a aidé beaucoup à faciliter donc la venue des amis. Concernant le sujet politique, à mon avis, et d'une manière très calme, nous devons regarder, écouter les discours du chef de l'État comme étant le discours d'un homme du pouvoir. Il est loin d'incarner un homme d'État, l'image d'un homme d'État. Il n'en a ni la carrure, ni la compétence pour l'être. C'est un homme du pouvoir. Et lorsqu'on est un homme du pouvoir, on est toujours tenté de tenir un discours d'une certaine manière truffé de choses qui montrent bien qu'il n'adresse pas à la nation. Assez souvent, dans ses diatribes et dans ses retournements de parole, il adresse des messages
en direction de plusieurs partis, assez souvent en direction des partis du pouvoir, beaucoup plus que la société elle-même, dans un contexte international complexe où le peuple a besoin de savoir, d'avoir ne serait-ce que des éclairages fondamentaux sur la situation, les risques de l'évolution de la situation, les scénarios probables et surtout la vision de l'Algérie, les intérêts de l'Algérie, comment l'Algérie peut donc défendre ses intérêts au niveau international. Au niveau interne, vous voyez très bien que jamais dans l'histoire, en tout cas pour moi, de par mes souvenirs, je n'ai jamais vécu une situation de fermeture à ce point, c'est-à-dire interdiction de tout, interdiction de débat, interdiction d'exercer la politique, interdiction d'exercer le syndicalisme, interdiction d'exercer le journalisme, interdiction d'exercer tout. Et il y a d'une certaine manière, un monopole absolu qui est qui s'exprime et qui est là. Le journal El Moudjahed ou Chab et la télévision nationalisant le monopole de l'information, tout le reste n'étant que des suivistes. Le chef de l'État, c'est lui le politique et tout le reste, l'administration incluse, suit. Après, dans ce pays, il y a une confusion entre les institutions et ceux qui gèrent ces institutions. C'est-à-dire que la Constitution, les lois du pays, parlent d'institutions, donc codifient le fonctionnement des institutions, protègent les institutions, et ceux qui sont à la tête de ces institutions se comportent comme étant des hommes de pouvoir et pas des hommes d'État. Et donc, il y a une confusion, et lorsque vous, dans l'autre côté de la scène qui subit toute cette gestion, si vous prononcez une quelconque critique à l'égard de ces responsables de ces institutions, on assimile cela à des attaques contre les institutions, à des attaques contre l'armée, à des attaques contre la présidence, etc. Donc on est dans une confusion sciemment entretenue pour, j'allais dire, imposer la dictature, le parti unique. L'Algérie est un pays unique où il y a plusieurs partis et plusieurs structures uniques. Et devant cette situation, vous voyez très bien, les Algériens, depuis 5 ans, n'ont écouté de discours que les discours qui soient prononcés depuis l'institution militaire ou qui parlent sur l'institution militaire. On n'a rien eu, mis à part quelques anecdotes par-ci, par-là. Le discours officiel est devenu la blague du siècle. Le discours officiel, vous voyez très bien, vous voyez sur les réseaux sociaux, vous voyez les articles d'analyse qui sont faits par des journaux étrangers, par des instituts d'observation politique, économique, etc. Non seulement ils s'interrogent sur ce pays, mais des fois, ça provoque des blagues. Hein. Nous sommes devenus la blague du siècle. Donc, à ce niveau-là, il y a vraiment une nécessité de travailler en profondeur et de réfléchir à comment se sortir du piège de la médiocrité, de la bêtise, de l'improvisation, de l'incapacité des dirigeants actuels à se projeter dans l'avenir et à projeter le pays dans l'avenir. Le pays est en train de tourner dans le vide. Les institutions sont devenues de coquilles vides, sans âme. Les institutions, si vous interrogez la majorité des Algériens, vous leur posez la question, est-ce que vous connaissez le Premier ministre? Ils ne le connaissent pas.
Est-ce qu'ils connaissent le président du Parlement? Ils ne le connaissent pas. Est-ce qu'ils connaissent les responsables qui ont la charge de leurs affaires directement qui les concernent au quotidien? Ils ne le savent pas. Parce que, finalement, nous n'avons pas un fonctionnement d'État. Nous n'avons pas un État qui fonctionne selon les normes institutionnelles et chacun gère son secteur selon des normes. Nous sommes dans une situation de non-État et un pouvoir est en place. Il exerce dans la dictature absolue et le veut effacer de toute la scène tout ce qui lui remet ses contradictions, tout ce qui lui remet comme miroir sa bêtise et son incapacité à régler les problèmes des Algériens. Donc cette situation-là nous pose de sérieux problèmes sur l'avenir du pays. Et comment se projeter, Karim Tabou? Vous avez parlé des sérieux problèmes aussi. Je vais revenir vers vous, Karim Tabou, parce qu'on a aussi Mohamed Khelfaoui, Montassar Abtouroun, et j'aimerais avoir leur avis par rapport à cette question. Karim Tabou, restez avec nous. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps et je vous remercie beaucoup d'avoir accepté donc de témoigner dans cette émission. Et je sais que c'est pas facile, on avait échangé avant l'émission. Mohamed Khelfaoui, je vais revenir vers vous en tant qu'analyste sécuritaire. Quand on entend, comment peut-on qualifier sur la forme, si on peut dire, cette visite d'Al-Majid Tebboune, qui est ministre, donc il faut le rappeler, ministre de la Défense, le chef des forces, qui fait donc cette visite au siège du ministère de la Défense, et là il déclare la souveraineté nationale repose sur une armée. Qu'est-ce que cela veut dire, Mohamed Khelfaoui? D'abord, je commencerai par présenter mes condoléances chez Karim Tabou pour le décès de son frère. Mes sincères condoléances ونتمنوا له الجنة ونتمنوا الصبر لذويه لأهله. Pour la visite du président ministère de la Défense, donc, au ministère de la Défense, bon, d'abord, ce n'est pas une première. Les présidents ont l'habitude, Bouteflika, on a fait plusieurs visites à des occasions données. Il déclare que la souveraineté nationale repose sur une armée forte. Mais en fait, si j'ai bien entendu le discours, il dit une armée forte et une économie forte. Absolument. Je crois qu'il dit les deux. Bon, là, je ne vois pas quelle est la question, comment vous le notez, parce qu'en effet, bon, d'abord, c'est quoi la souveraineté nationale, quelles sont ses limites, etc. Est-ce qu'il y a un pays au monde là qui est totalement souverain? Bon, maintenant, une armée forte, vous voyez par exemple l'Allemagne. L'Allemagne a une économie forte, réellement. Mais lorsque les États-Unis l'ont empêché d'acheter du gaz de Russie, l'Allemagne ne pouvait rien faire. Ils ont fait même exploser le gazoduc parce que l'Allemagne est toujours colonisée par les États-Unis, autant que le Japon, autant que l'Italie. Les trois pays de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'elle est sous le joug américain. Et donc, un peu rien. Là, je ne sais pas quelle est votre question pour que je puisse commenter, mais sinon, ce qui est dit, moi, je l'aurais dit, la souveraineté nationale, c'est l'économie, évidemment, c'est l'armée, oui, mais aussi c'est la stabilité du peuple, c'est-à-dire un épanouissement de la société de manière générale. Donc, il y a les autres secteurs aussi qu'il faut pas négliger. Et qui font que le pays est fort, le pays, disons, est, comment dire, il est dissuasif. Je n'ai pas trouvé la bonne expression. Il est dissuasif, surtout lorsque... Sur cette question de dissuasion, parce que aussi dans la déclaration ou les déclarations de Tebboune, mais aussi du chef d'état-major, Saïd Chinguiriha, qui dit que l'armée algérienne est prête à toutes les éventualités. Qu'est-ce que cela veut dire aussi quand on analyse ces déclarations? Est-ce que l'Algérie est visée
par une guerre qui est proche. Tebboune aussi déclare que nous vivons dans un environnement qui m'a comme une mer agitée. Si Mohamed Khelfer. Comme une mer agitée, je crois que la comparaison, l'image est très proche de la réalité lorsqu'on sait les agissements des Émirats au niveau du Sahel, au niveau du Maroc, ces déclarations provocatrices également. Lorsqu'on voit le Maroc qui se prépare à une éventualité de guerre, mais il ne fera jamais la guerre à l'Algérie, il n'en a pas besoin. S'il a besoin s'il parle du Sahara occidental, de toute façon, il exploite, il l'occupe et il exploite. Donc l'Algérie ne le gêne pas outre mesure. Donc il n'a même pas besoin de nous proclamer une guerre, mais il est sur sa défensive et il est prêt à répondre vu ses relations, vu ce qu'il fait ici et là. Nous, Bahreïn, oui, quand vous voyez la Libye toujours instable et qui est menacée de partition, donc là aussi, c'est vrai. Maintenant, l'armée est prête à toute éventualité. C'est quoi? Je ne sais pas. Elle est prête à l'éventualité d'une guerre. Oui, toutes les armées se préparent à ça, et surtout s'ils ont un ennemi potentiel connu. Toutes les armées se préparent à ça, évidemment. Donc, il le dit, ça veut dire qu'elle est prête à riposter sur le champ, quoi. C'est sur le champ, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'autre chose. Maintenant, enfin, je ne sais pas s'il y a autre chose. À toute éventualité, peut-être aux autres types de guerres, je ne sais pas, mais à toute éventualité, ça veut dire que paix ou guerre, c'est les deux éventualités pour une armée. Maintenant, mais ceux qui rapprochent aussi, qui disent que souvent, donc, ces menaces ont été utilisées comme un épouvantail chaque fois qu'une élection n'est pas très loin d'un mandat. Est-ce que vous pensez que ces déclarations, que l'armée est prête à toutes les éventualités, ont un lien avec les élections du 7 septembre prochain? D'abord, la réponse, si vous voulez, la plus rapide, peut-être aussi la plus significative, c'est dire que l'armée est prête. Et bon, je lui dirais, on l'espère bien. On espère bien qu'elle est prête, évidemment. Bon, maintenant, vous nous rassurez encore plus lorsque vous le dites, mais on l'espère bien. Maintenant, la menace, on ne voit pas, demain, tous les pays sont menacés, tous les pays. Les États-Unis, avec, bon, nous savons tous comment elle a été malmenée, comment elle a été menacée, comment elle menace. L'Allemagne, nous l'avons vu, le Japon, il ne peut pas bouger, la Russie, l'Italie, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, le Sahel, tous les pays craignent ou appréhendent certaines menaces, soit des menaces directes, soit des menaces indirectes. C'est tous les pays du monde. Ce n'est pas uniquement l'Algérie. On nous présente nos menaces comme si nous sommes un élément un peu spécial, des gens, un peuple, je dirais qu'il faut surveiller de très près, des capacités, un potentiel qui peut changer le monde. Non, nous sommes comme tous les autres pays. Il y a menaces comme partout ailleurs. Des menaces de sabotage, menaces de trahison, menaces de ceci, menaces de cela. Oui, il y en a. Et chacun fait son travail. Chacun doit travailler pour riposter, pour répondre ou pour agresser comme on nous agresse. C'est tout. Très bien. Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. Montassar Abdroun, je vais revenir vers vous par rapport à cette question. Donc, on a entendu Ahmadi Tebboune qui dit même la revue Al-Jaish, si nos amis peuvent nous montrer donc la une de la revue Al-Jaish, notre souveraineté repose sur une armée forte et une économie développée. La souveraineté nationale repose donc sur une armée forte, mais il dit aucune puissance ne peut satiriser l'Algérie. L'Algérie est un pays libre, les Algériens sont libres. Montassar Abdroun. d'abord نقول للكريم عظم الله اجركم واحسن عزاءكم.
je pense qu'on doit reconnaître d'abord que le contexte régional et international est très, je dirais grave. Que le monde. Et c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Oui. C'est ce qu'il dit Tebboune. Il dit احنا رانا يعني في محيط بحر هائج يعني dans une mer agitée. C'est la planète, c'est un changement qui est en train de se faire. On est, je ne sais pas, ça risque une troisième guerre mondiale. Il y a un système mondial qui est en train de se recomposer, de nouveaux rapports de force qui sont en train de se faire. Tout ça, on le sait. Et l'Algérie doit être, avec ses institutions, son peuple, elle doit se placer justement dans ce monde à venir. D'où l'économie. Mais je voudrais dire au président que effectivement la souveraineté c'est une armée forte et notre armée n'a jamais posé un problème et elle ne ressemble pas aux autres armées du monde vu son histoire, etc. Il ne faut pas confondre l'institution, l'ANP et quand on parle à des terroristes, à des criminels, à des antinationaux comme Belqsir, comme ceux qui en veulent, ou des clans. Donc moi je fais la différence. Donc j'ai intérêt à ce qu'on ait une armée moderne qui défend le pays. Certains, comme on dit ici à Yachem, me disent, يقول لي أنا ندافع على الجيش. Je dis tu es malade, أنا ما ندافعش على الجيش. الجيش est censé يدافع عليا ويدافع على البلاد. On ne va pas défendre la défense. C'est dans la démagogie. Mais je pense que la souveraineté, la vraie, commence par la légitimité. Une économie forte, une armée forte et professionnelle dans sa mission. Pas une armée qui se mêle des impôts, qui rentre dans la politique, qui pose un président, qui pilote. Ça, pour moi, c'est pas. L'armée, moi, l'AMP, je la respecte. Elle a ses missions. Et ces missions, effectivement, sont liées à notre peuple, à notre histoire, et elle doit le défendre. Et le jour où elle sera dans cette défense, on est là pour servir de chair à canon s'il le faut. Ça, c'est une autre question et pas de démagogie. Mais d'abord, la souveraineté. Souveraineté de qui? La souveraineté, elle est populaire. Et pour que cette souveraineté qui a été volée, je le dis, voilà, depuis 62, d'ailleurs, Ben Khedda, Allah yarhamou, a dit une phrase qui reste célèbre quand il y a eu la guerre civile. Quand l'armée des frontières venait pour prendre le pouvoir avec la crise du JPA, je ne prends pas parti avec personne. Mais je dis qu'il a dit, voilà, que l'ALN d'ailleurs de l'intérieur, il a dit que quand l'armée des frontières est venue, l'ALN de l'intérieur est habituée dans les combats et elle sait très bien qu'elle s'enrichit du peuple et que le peuple est son arme. Quant aux gens qui étaient stationnés aux frontières, quand ils sont venus, ils pensent que ces armes et sa force, c'est les bouts de fer ou les armes qu'ils avaient. Voilà la grande différence. C'est-à-dire, sans souveraineté populaire, on ne peut pas parler de souveraineté. Mais bien sûr que oui, un État fort, on veut une économie forte. Je partage vraiment ce qu'a dit l'avocat Abdelmajid. Effectivement, quand j'entends ces lois standards, moi maintenant, si je dis demain je suis contre un deuxième mandat à Tebboune, je suis contre à ce que encore une autre fois c'est l'armée qui désigne un président comme elle a toujours fait depuis 62. Est-ce que j'ai porté atteinte à l'armée? Est-ce que cet arsenal ils vont me l'appliquer à moi parce que tout simplement j'ai dit ce que je pense et je pense que c'est vrai? Mais je reviens à ce qu'a dit Majid, effectivement. Je pense que toutes ces lois, tous ces discours, comment dire en arabe, on essaie d'intimider. On essaie d'intimider pour que, justement, le Hirak ne revient pas. C'est la dissuasion. Et on l'a vu, y compris pour la question palestinienne. Et Dieu sait combien je suis fier de la position de la position que défend l'Algérie, justement sur le plan diplomatique.
Il n'y a pas de problème. Barakallahu fik Montassar Abdurrahman. Barakallahu fik. Je sais que le temps nous presse. Je vais donner donc quelques minutes qui nous restent à notre ami Karim Tabou. Karim Tabou, je vous laisse rebondir par rapport à ce que vous avez écouté, Mohamed Khelfaoui, mais aussi de Montassar Abdurrahman. C'est Karim. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle dans la politique le temps du monde. Vous savez, le monde aujourd'hui, il est à l'ère de la transition énergétique, il est à l'ère de l'intelligence artificielle, il est à l'ère de la technologie de pointe, même si sur le plan géopolitique, il y a des conflits majeurs, le conflit d'intérêts entre d'un côté les Américains et la Chine, avec tous les conflits annexes, mais qui sont le résultat des grands conflits dans le monde. Mais vous devez bien remarquer que les dirigeants algériens sont loin d'avoir les aptitudes à se mettre dans le temps du monde. Ils sont très loin. Au moment où le monde parle de l'intelligence artificielle, le chef de l'État nous parle des moutons de la Roumanie. Au moment où les gens sont dans les grandes analyses géopolitiques, nous sommes encore dans les conflits vraiment alimentaires de base. Et même la question de la souveraineté qui se mesure à la puissance de l'armée et à l'économie développée, nous allons nous arrêter juste un petit moment. Comment peut-on évaluer la puissance d'une armée? Cette armée produit pour elle-même ses armes. Cette armée, elle s'est engagée dans une industrie qu'elle maîtrise et qu'elle impose sur le plan international. Cette armée est là quelque chose qui le montre sa capacité à concurrencer les autres armées. Nous avons une armée qui prend la part du lion du budget de l'État. Lequel budget de l'État vient essentiellement des rentrées pétrolières. Nous avons une économie qui est entièrement dépendante de son attraque. Vous pouvez même éliminer tous les ministères. Vous appelez Sonatrach le ministère national et vous allez répartir les rentrées. Voilà ce que nous avons, malgré les mensonges qui sont dits sur les plateaux télévisés et parfois même par les hautes instances du pays lorsqu'on parle de 15 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Nous nous posons la question: quels sont ces pays qui ont acheté sur l'Algérie? Quelles ont été les entreprises de transport qui ont transporté ce que ces pays ont acheté? Quels sont ces gens qui ont été recrutés? Parce que lorsque vous faites des rentrées estimées à 15 milliards de dollars, ça doit avoir une incidence directe sur l'emploi. Ça doit être des milliers d'Algériens qui sont recrutés dans ce processus. On est dans le mensonge. On donne des chiffres, on donne des qualificatifs, on s'attribue des titres, mais dans la réalité, nous sommes un pays qui continue de patauger dans tous les domaines, patauger dans le domaine économique, patauger dans le domaine social et surtout patauger sur le plan politique, parce que nous avons des dirigeants qui ont une conception ancienne de la politique. Le chef de l'État aujourd'hui, il reprend la terminologie, la logique mentale, le raisonnement des années 70. Il n'est pas à jour, il n'est pas dans le temps ni de la jeunesse algérienne, ni dans le temps du monde. Il ne peut pas penser l'avenir de l'Algérie à travers une conception éculée de la politique, de l'économie, de la géopolitique, de la géostratégie. Donc nous sommes dans une situation où les mots comblent le déficit intellectuel. C'est-à-dire, au fait, nous avons des dirigeants qui utilisent des mots à défaut d'avoir la compétence pour trouver des débouchés possibles, tracer des sillons d'avenir. Vous savez, aujourd'hui, les guerres ne sont plus les affrontements des armées à coups de chars et à coups de militaires qui se tuent l'un contre l'autre. Nous sommes à l'ère des armées qui sont
dans une logique de maîtrise de la technologie. Les guerres actuelles sont de nature technologique, maîtrise de l'information, même biologique. Et nous avons eu l'exemple de la pandémie Covid-19. Vous avez vu comment une pandémie a bouleversé les rapports économiques, politiques et même militaires dans le monde. Vous voyez très bien que la nature des guerres, la nature des conflits, la nature des compétitions dans le monde ne sont pas au niveau de nos dirigeants. Si on cherche concrètement où sont nos dirigeants par rapport au temps du monde, on est à l'ère primitive par rapport au temps du monde. Lorsque vous entendez les discours des chefs d'État partout dans le monde, vous faites la distinction entre ceux qui sont au temps du monde, ceux qui sont dans le stratégique, ceux qui sont dans le vrai et ceux qui continuent de regarder l'ennemi intérieur qui est assez souvent la nation, le peuple, et on crée effectivement, et je suis d'accord avec Montasser Abdroun, lorsqu'il dit il y a dans ses discours une logique d'intimidation, une logique par laquelle, pour le peuple qui a scandé, des millions d'Algériens qui ont scandé Madaniya, Machi Askaria, on leur oppose autre chose, on leur dit c'est fini, c'est nous qui sommes le pouvoir, c'est nous qui tenons le pays et les autres devront se taire. Voilà la réalité et on ne développe pas un pays comme ça. Il n'y a aucun modèle dans le monde. Peut-être ce système politique algérien ressemble un peu au système égyptien, mais vous savez très bien qu'en Égypte, pour se maintenir, ils ont vendu le pays, ils ont vendu les valeurs, ils ont vendu les questions pour leurs voisins d'à côté pour qu'ils leur assurent le maintien et la quiétude. Or, la souveraineté, la vraie, c'est la souveraineté que défend le peuple, que défend les peuples. La vraie souveraineté, c'est celle qui donne le sentiment aux citoyens d'amour de leur patrie, d'amour de leur pays. Lorsque vous voyez dans n'importe quel pays du monde le nombre de ces citoyens de ce pays qui postulent au départ à l'étranger, nous ne pouvons parler ni de l'armée forte, ni de l'État fort, ni de l'économie forte. Il faut nous remettre en question. Lorsque vous voyez le nombre d'Algériens aujourd'hui qui cherchent le moyen de fuir ce pays, on ne peut pas mentir aux autres. Pire encore, nous n'avons pas le droit de nous mentir à nous-mêmes. Merci Karim. Merci beaucoup Karim Tabou. Barakallahu fik. Désolé, on est pressé un peu par le temps. Merci pour votre temps. Merci donc pour votre participation à cette émission. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à mes invités. Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire. Merci aussi à Montasser Abdroun, historien et journaliste. Merci à Karim Tabou et merci à Maître Majid Hachour. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Mon confrère Selim Salhi donc suivra juste après donc avec l'émission Fil Umq.